Bonjour à tous et bienvenue à la première table ronde chez Nesto. Mon nom est Serge Dessart, directeur des opérations de courtage, et j'animerai une série de tables rondes du genre avec différents experts du milieu immobilier, financier, les fondateurs de Nesto et potentiellement même des futurs acheteurs. Nous sommes très heureux d'accueillir notre premier invité, Serujane Kani-Sheringham, courtier hypothécaire et chef d'équipe chez les architectes hypothécaires. Bonjour Serujane. Bonjour Serge. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très très bien. Super. Parlons un peu avec tout ce qui s'est passé dans les derniers 2 ans. C'est sûr que l'industrie a changé, les besoins des clients ont changé. Donc, parle-nous un peu de ta business puis de l'évolution. Oui, absolument. Merci encore une fois pour m'avoir invité. Toujours un plaisir, j'adore faire ça. Donc, yes. Alors, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire, chef d'équipe chez les architectes hypothécaires. Ça fait presque 6 ans que je suis dans le domaine. Ça commence à faire un petit bout, là. Du bagage. J'ai commencé à l'âge de 22, j'ai 29 aujourd'hui, donc ça fait un petit bout. Les 2 dernières années, pour répondre à ta question, Serge, il y a eu beaucoup de changements. N'importe qui pouvait vendre des immeubles. Quand on est courtier immobilier, il y a beaucoup on appelle ça des courtiers COVID. Du moment qu'ils sont rentrés, ils voyaient que le marché était beaucoup plus facile. Même chose pour les hypothèques, un peu plus de connaissances, je dirais. Si tu es courtier hypothécaire et tu devais vendre des hypothèques, tu dois avoir un peu plus de connaissances, sauf que c'était quand même assez facile. Tout le monde avait les records du ciel dans le courtage hypothécaire, tout le monde faisait des gros volumes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Seulement les plus gros, les plus expérimentés, c'est ceux qui vont survivre, je crois, dans cette industrie parce qu'il y a beaucoup de baisses. Je le vois personnellement dans mon volume, je le vois à travers les discussions que j'ai avec d'autres courtiers. Je vois qu'il y a beaucoup de changements, puis ça va être un marché difficile, pas pour démotiver les gens, mais c'est juste simplement pour au moins savoir ce qui arrive dans le marché et s'adapter au marché par la suite. Très intéressant, merci d'avoir partagé ton expérience. J'aimerais qu'on discute d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire les taux hypothécaires. Plus précisément, les 2 dernières annonces de la Banque du Canada, soit celle du 8 mars et du 12 avril, la Banque a maintenu son statu quo de son taux directeur. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de ces annonces-là et qu'est-ce qu'on s'attend, là, selon toi, pour 2023? Donc, encore là, c'est mon opinion. Faut pas que les gens m'écrivent après, c'est urgent, à cause de toi, j'ai pris le taux, tel taux, puis finalement... On n'a pas de boule de cristal, comme on dit. Hein? Exact. Donc, moi, selon mon opinion, c'est bien. Ils ont maintenu le taux d'intérêt pour la dernière annonce, celle du 12 avril. Est-ce qu'il va y avoir d'autres augmentations? Ils vont maintenir encore le taux? Selon moi, je pense qu'il va y avoir encore 1 ou 2 augmentations. Je vais avec la logique des choses. Dernièrement, il y a eu l'augmentation du taux directeur de la Banque fédérale des États-Unis. Alors, souvent, on suit le marché états-unien. Donc, selon moi, si les États-Unis ils augmentent leur taux, ça se pourrait que ça reflète dans le marché canadien. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, voilà, l'inflation en ce moment est à 5,2 % si je ne me trompe pas. L'objectif du gouvernement du Canada, c'est autour de 2 %. Alors, on a encore un certain bout à atteindre. Alors, la seule façon pour le Canada de le faire, c'est vraiment en augmentant les taux d'intérêt, afin de baisser l'inflation. Maintenant, on détermine souvent pour voir la réaction, pour voir le changement, ça prend 6 mois environ, selon les économistes. Donc, quand il y a un changement, on doit attendre 6 mois. Absolument. Donc, dernière hausse de taux, c'était au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Exact. Janvier. Donc, c'est au mois de juin qu'ils vont savoir si l'inflation a baissé ou augmenté. Alors, je pense qu'après le mois de juin, ils vont déterminer s'ils doivent soit augmenter le taux ou baisser le taux. Encore là, je ne suis pas un économiste. Il ne faut pas venir contre moi, mais c'est ce que je pense. Oui, je suis d'accord avec toi que quand des mesures du genre sont implantées, ça prend toujours un certain temps. On parle souvent de 6 mois avant de voir l'impact que ça peut avoir sur le marché. Pour moi, je pense qu'on voit déjà certains impacts. On voit certains marchés ralentir un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un statu quo pendant un certain temps et peut-être même une baisse à la fin de l'année, mais je veux pas qu'il y ait des augmentations, en fait. J'aurais aimé ça. J'ai investi dans l'immobilier, donc présentement, il n'y a pas de rentabilité dans les immeubles à cause des taux d'intérêt, mais c'est à voir. À suivre. On va voir ça. Est-ce que tu penses que ces annonces-là vont avoir un impact sur le prix de l'immobilier, le coût de l'immobilier? Parce qu'on sait que dans la dernière année, du moins, le coût de l'immobilier a vraiment explosé. Logiquement parlant, Serge,
Si les taux augmentent, bien sûr, il y a moins d'échantillons d'acheteurs dans le marché. Alors, en plus, il y a moins d'inventaire en plus aujourd'hui. Alors, c'est sûr que les propriétés doivent baisser en valeur pour compétitionner et aller chercher les acheteurs les plus qualifiés. Ça, c'est ce que je crois. Maintenant, il y a aussi beaucoup de micro-marchés dans les quartiers. Absolument. Donc, si on regarde à Montréal, je vois encore du surenchère. Alors, ça dépend vraiment du marché, mais si on va dans les régions où c'est moins populé, il y a des baisses de prix assez énormes. Oui, absolument. Puis tu as mis le doigt sur un point important, c'est que les variations de taux, pour l'intention, c'est un peu de ralentir le marché, mais je pense qu'à la base, on a un sérieux problème d'inventaire. Et je disais dernièrement qu'on prévoit un besoin d'environ 6 millions de nouvelles résidences d'ici 2030. Donc, oui, les variations de taux ont un certain impact, mais l'inventaire, c'est la clé. Là, c'est la raison pourquoi, si quelqu'un me pose la question, est-ce qu'il va avoir un crash immobilier? Pas du tout. Il n'y aura pas de crash immobilier au Canada, justement à cause de l'inventaire. Même si l'augmentation des taux d'intérêt affecte beaucoup les consommateurs, mais parce qu'il n'y a pas assez d'inventaire, on a besoin de construire des nouvelles propriétés, des nouveaux immeubles, des nouveaux logements. Ça n'arrivera pas au Canada, pas pour les prochaines années. Et toute cette incertitude-là fait aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs qui se sont retirés du marché de vente aussi, donc encore là, un impact sur l'inventaire, Absolument. qui n'aide pas non plus. Est-ce que selon toi, en 2023, va être une année plus facile pour les premiers acheteurs? Absolument pas. Absolument pas, mais ça dépend. Right? Parce que moi, ma business est concentrée dans du financement alternatif, financement privé. Donc, c'est quoi exactement? C'est du monde qui sont soit en défaut hypothécaire, des hypothèques légales, des surendettements. Alors, j'aide ces clients-là à sortir un peu de leur situation financière. Donc, de mon côté, ma business, elle va super bien. On dit que le malheur des autres font le bonheur de certains. Malheureusement, c'est le cas. Donc, il y a plus de demandes de ce côté-là, financement alternatif, financement privé. Mais pour quelqu'un qui achète, parce que 20% de ma business, c'est des achats avec des banques traditionnelles. Pas beaucoup, mais je vois qu'il y a un ralentissement énorme. Beaucoup de clients avec qui je travaille, lorsqu'on préqualifie le client avec un revenu de 90 000, 80 000, c'est pas suffisant encore aujourd'hui d'aller chercher une grande hypothèque à cause des taux d'intérêt. Donc, beaucoup sont démotivés à cause de ces raisons. Alors, de plus en plus, la tendance est de s'unir, acheter avec 2-3 personnes. C'est la tendance aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, ça va être de plus en plus difficile si les taux d'intérêt continuent à augmenter. Oui, absolument, parce que c'est sûr que les normes de qualification deviennent de plus en plus restrictives, donc ça a un impact sur les premiers acheteurs, c'est sûr. Et les foyers s'endettent de plus en plus, donc l'épargne devient problématique aussi. Donc, ça coûte plus cher, la vie coûte plus cher. Exactement. Les revenus n'ont pas nécessairement augmenté, c'est assez stable, donc c'est ça qui est ça. On s'attend à ça. 2023 ne sera pas nécessairement plus facile pour malheureusement, les premiers acheteurs. Et on a quand même on a des données qui indiquent aussi que même les gens qui détiennent une hypothèque, qui ont une propriété, sont de plus en plus nerveux juste avec leur renouvellement parce que souvent, s'ils veulent changer d'institution financière, ils doivent requalifier. Donc, ça impacte même les gens qui détiennent déjà une hypothèque. Là. Un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les fameux taux fixes, variables. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Yes, ça dépend. Un bon courtier va dire ça dépend. Exactement. Donc, ça dépend du budget du client. Moi, si le client a un budget assez serré, je vais all the way avec le fixe. 3 ans, les 3-4 ans, ils ont des très bons taux actuellement. Alors, j'irai avec un 3 ans, 4 ans fixe, avec une banque virtuelle, car les pénalités sont beaucoup plus intéressantes. Si jamais on casse l'hypothèque, parce que dans 4 ans, si les taux d'intérêt baissent, on peut au moins casser l'hypothèque pour rentrer dans le nouveau taux. Variable, je déconseille pour ceux qui ont des budgets serrés. Pour quelqu'un qui est comme Serge, qui a beaucoup de revenus, alors lui, il peut, mais façon de parler, quelqu'un qui est flexible avec ses paiements, les augmentations de 100, 200, 300 $, ça ne fait pas peur. C'est sûr qu'à long terme, variable a toujours été plus profitable si on regarde les statistiques des 50 dernières années. Donc, j'irais avec le fixe pour quelqu'un qui veut un budget, qui veut un budget, qui va avoir les mêmes paiements, qui est pas trop partant de jouer avec le feu, avec le marché. Quelqu'un qui est plus flexible, variable. Absolument. Non, je suis d'accord avec ça. J'ai toujours été un fan du variable, mais comme tu dis, c'est vraiment du cas par cas. Dans certains cas, ça peut être un risque, à savoir si le consommateur veut gérer ce risque-là. Mais oui, il y a un risque plus élevé que le fixe. Mais encore là aussi, d'accord avec toi au niveau du fixe.
court terme, parce qu'on s'attend quand même à ce que le marché se stabilise dans les prochaines années, donc être pris avec un taux plus élevé pendant trop longtemps, pendant 5 ans, ça peut venir nous jouer des tours. C'est pour cela que je conseille un 3 ans. Absolument. Comme le sweet spot entre 5 et 2 ans. 2 ans, les taux d'intérêt sont trop élevés en ce moment. En date d'aujourd'hui, au mois d'avril. Donc, j'irai avec un 3 ans. C'est vraiment ça. Donc, je dirais un taux fixe. 3 sur 5 clients avec qui je parle, avec qui on fait affaire, ils vont avec le fixe en ce moment. Donc, la tendance, de plus en plus, les gens dirigent vers le fixe en ce moment. Un peu plus de stabilité, sécurité. Durant le COVID, même avant le COVID, quand les taux d'intérêt étaient vraiment bas, la majorité des clients étaient sur du variable. Absolument. C'est ce qu'on a vu aussi. Je pense que c'était la réalité du marché. Le variable était super intéressant. Il y a plein d'avantages avec le variable. Mais encore là, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas une pilule magique pour tout le monde qui va faire pour tout le monde. C'est vraiment du cas par cas. Puis à être analysé par votre courtier ou votre professionnel hypothécaire. J'aimerais aussi avoir ton opinion sur la nouvelle loi qui interdit aux étrangers d'acheter des propriétés au Canada. C'est une interdiction qui est mise en place pour les 2 prochaines années. Rappelons brièvement là, que cette loi-là va limiter les étrangers à acheter leur résidence principale au Canada. Le but étant de rendre l'inventaire actuel disponible pour les Canadiens. J'aimerais savoir c'est quoi ton... Très bonne question, Serge. Est-ce que ça a vraiment impacté l'économie? Moi qui est sur le terrain, qui fait du financement tous les jours, oui, des fois, j'ai des clients avec lesquels je refuse le dossier car il n'y a rien à faire. Mais il y a toujours des exceptions à cette loi. Par exemple, si on achète à l'extérieur de la province, c'est possible d'acheter encore. Donc, les gens, ils achètent quand même. Encore aujourd'hui, le fait qu'il y a une possibilité d'avoir des exceptions. J'ai un collègue, un courtier hypothécaire qui a un cabinet uniquement pour les premiers acheteurs. J'ai posé la question à cette personne, est-ce que tu as vu un certain changement dans ta business? Elle m'a dit, j'étais surpris de la réponse, elle m'a dit, Surjane, pour vrai, oui, un peu, mais c'est pas la fin du monde pour moi. Puisque, en plus, c'est ma spécialité, c'est comme si elle fait que ça. Tu vois, donc, c'est intéressant d'avoir ce feedback-là de ton réseau. C'était l'impression qu'on avait aussi, parce que dans le fond, le but premier, c'est de rendre l'inventaire accessible aux Canadiens. Mais comme tu dis, il y a tellement d'exceptions autour de cette loi-là que je pense que l'impact va être tellement minime que ça n'aura pas le résultat voulu. Et on revient au problème d'inventaire. Donc, je pense pas que c'est la solution au problème d'inventaire présentement. Il y a déjà pas assez d'inventaire. Donc, les hausses des prix ou des baisses de prix, les hausses des taux d'intérêt affectent plus le marché que cette interdiction. Exactement. Une autre loi qui a été mise en place pas mal en même temps, c'est la fameuse loi anti-flip pour les gens qui achètent des propriétés, rénovent, font des flips comme on appelle souvent et vont la revendre à l'intérieur d'un an. Ces propriétés-là, ces profits-là, je devrais dire, vont être taxés à 100%, chose qui n'était pas faite exactement comme ça par avant. Ton point de vue là-dessus? Yes, donc ça, c'est mon domaine, car dans le financement privé, il y a beaucoup de flippeux, beaucoup de personnes qui flippent leur propriété. À mon point de vue, ceux qui sont professionnels, qui font ça comme une business, ils opèrent une entreprise de flip, eux, il n'y a pas vraiment d'impact car ils payent leurs taxes, ils payent leurs impôts. Donc, pour eux, il n'y a pas vraiment d'impact car déjà à la base, même avant la loi, ils mettaient de côté un montant de leur profit pour payer les taxes. Mais pour les amateurs, eux qui regardent une formation à la télé ou sur Internet, et là, ils deviennent un flipper, ils achètent leur première propriété et ils prenaient avantage de ce système pour pouvoir acheter plusieurs dans une année ou deux. Ces gens-là, bien sûr, ils prennent un gros coup car ça enlève une grande partie de leur profit. Donc, à la place mettons que s'il y a un 20 000 d'impôts à payer, mais c'est un 20 000 qu'ils doivent laisser aller pour payer les taxes. Exactement. Parce qu'on va dire les vraies choses, c'est un peu un trou dans la loi ou une zone grise, du moins, qui était que les gens profitaient d'eux. Donc, c'est une activité commerciale, c'est une activité de profit, donc absolument, c'était dû. Par exemple, une personne qui opère une entreprise de flip, mais cette personne-là, ce système, tu peux profiter 2-3 fois, mais tu peux pas faire ça pendant 5, 6, 7 fois, car à un moment donné, les banques, les assureurs, ils vont dire, attends un peu, là, combien de fois tu achètes ta première propriété, tu dis que c'est ta première propriété. C'est combien de fois? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, après 2-3 achats dans ce système, les gens, ils sont déjà épuisés.
C'est pour ça que quelqu'un qui a une entreprise, ben lui, il n'y a pas d'impact nécessairement parce qu'il n'a jamais fait ça de cette façon. Pas à sa 5e, 6e transaction, en tout cas. Est-ce que ça va décourager certains flippers, comme on les appelle, à savoir est-ce qu'ils vont un peu se retirer parce que là, ils doivent payer leur du gouvernement? Et je pense qu'il y avait une intention du gouvernement aussi de jouer sur l'inventaire aussi pour s'assurer que ces propriétés-là demeurent disponibles pour le Canadien. Mais à suivre, voir qu'est-ce que c'est quand même des 2 lois récentes, là, à voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je trouve que les flippers, c'est une bonne chose pour le marché parce que il y a beaucoup de propriétés qui demandent beaucoup d'argent. Absolument. À cause des propriétaires qui n'ont pas nécessairement entretenu la propriété. Donc, ça aide des personnes qui veulent acheter leur première propriété. Mais est-ce que ça démotive les flippers? Les professionnels, non. Parce que, comme je te dis, ils ont calculé tout ça lorsqu'ils commencent un projet. Mais ceux qui sont des amateurs, qui commencent, bien sûr, ça affecte. En tout cas, si c'est un bon flip, là, j'en ai déjà fait des flips, je dirais que si c'est un bon flip, honnêtement, c'est un bon flip, je pense que personnellement, c'est rien en dessous de 100 000 $ de profit. Quand tu as 100 000 $ de profit brut, avec toutes les dépenses, tu sors quand même gagnant. Mais tout ce qui est 20 30 000 du bricolage, comme flip qu'on appelle, bien sûr, eux, il n'y a pas grand-chose à faire parce que les taxes vont venir prendre un gros montant de ton profit, dépassement de coûts, les frais, les taux d'intérêt, les frais et tout ça, ça vient manger la majorité de ton profit. Donc, les amateurs qui vont chercher des petits flips, eux, ils vont démotiver, ils vont pas nécessairement rentrer dans ces opportunités. On va voir, on va différencier du moins les professionnels des amateurs à très court terme, donc à suivre. Alors, Sarah-Jeanne, ça fait le tour de notre première table ronde. Je te remercie d'avoir participé, d'être venu nous rencontrer à nos bureaux. Merci encore une fois pour l'invitation. Ça fait très, très plaisir. Donc, merci beaucoup encore une fois. Nous serons de retour le mois prochain avec un des fondateurs de Nesto, soit Chase Belair, avec un sujet d'actualité en hypothèque, en immobilier, tout aussi intéressant. Merci beaucoup. À la prochaine.